Le gouvernement israélien veut un nouveau délai avant l'évacuation de l'implantation illégale d'Amona en Cisjordanie. Les habitants, eux, se disent prêts à tout pour ne pas laisser passer les bulldozers. Nouveau vote en Autriche et cette fois la victoire du candidat écologiste à la présidentielle. Ne fait aucun doute, le candidat d'extrême droite a reconnu tout à l'heure sa défaite. Cuba enterre les cendres de Fidel Castro et la ministre française Ségolène Royal présente un hommage très appuyé à l'ancien dictateur, ce qui provoque une vive polémique en France. Bonsoir, les habitants de l'implantation sauvage d'Amona sont donc prêts à faire barrage avec leur corps, si besoin, aux bulldozers qui viendraient détruire leur maison. Demain, la Knesset devait procéder à un nouveau vote, mais finalement, cela est reporté encore une fois, sans doute mercredi, pour peut-être légaliser ce type d'implantation illégale. Mais le Premier ministre Netanyahou, lui, souhaite obtenir un nouveau délai auprès de la Cour suprême. David Klezewski. Certains des comptes sont scrutés avec plus d'attention que d'autres. 4 décembre 2016, 3 jours avant un vote décisif sur Amona. Car faute d'accord, ce village juif situé dans le nord de la Cisjordanie doit être rasé dans 3 semaines tout juste, selon une décision de la Cour suprême israélienne. Nous travaillons dans une course contre la montre pour trouver une solution responsable et des objectifs communs. Protéger les constructions et protéger la Cour suprême. Et j'attends que tous les ministres et tous les députés respectent cette solution. Pour gagner du temps, Benjamin Netanyahou a annoncé que l'État allait demander à la Cour suprême un délai d'1 mois supplémentaire. La tension est palpable avec son rival interne, le ministre de l'Éducation Naftali Bennett, qui souhaite régulariser certaines implantations sans passer par le contrôle de la Cour suprême, dont il conteste les compétences pour ce genre de cas. Les centristes et une partie du Likoud refusent au contraire de mettre à l'écart la plus haute juridiction israélienne. De son côté, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, estime que dans cette guerre juridique interne, il ne faut pas perdre de vue les États-Unis. La raison pour laquelle nous avons de facto gelé les constructions en Judée-Samarie et à Jérusalem, ce qui me déplaît d'ailleurs fortement, c'est que nous étions en désaccord avec les États-Unis. La clé du futur des implantations est dans une bonne compréhension mutuelle avec Washington. En attendant, sur le terrain, les services de sécurité se préparent au scénario de l'expulsion des familles d'Amona. Les lieux devraient être déclarés zone militaire fermée peu avant la date butoir du 25 décembre et de jeunes mineurs israéliens ont été arrêtés. Ils distribuaient des tracts pour encourager les soldats à refuser les éventuels ordres d'évacuation à la fin du mois. Alors on voit bien que c'est un imbroglio politique qui se prépare. Daniel Haïk, bonsoir. Où en est-on ce soir? On a l'impression que ce texte très contesté ne va jamais arriver au vote devant la Knesset. C'est probablement ce qui risque de se produire. Il ne sera pas voté demain. On attend mercredi, mais ce qui ne sera pas voté demain, c'est cette fameuse proposition de loi légalisant toutes les implantations illégales, y compris celle d'Amona. Il n'en est pas question. Moshe Kahlon, le ministre des Finances, a opposé son veto à cette proposition de loi. La question est de savoir si mercredi, on va faire voter la loi sur la légalisation de toutes les implantations sans Amona. Jusque-là, d'ici là, on va assister à un véritable marathon de négociations entre les deux hommes clés de cette affaire, Naftali Bennett, le leader du foyer juif, et Binyamin Netanyahou. Ils se sont déjà rencontrés hier soir, ils se sont rencontrés ce matin. Ils essayent de trouver un compromis qui pourrait satisfaire tout le monde. Binyamin Netanyahou, lui, a compris qu'il ne pouvait pas faire voter cette loi, y compris la loi dans sa formule la plus soft, c'est-à-dire sans Amona, mercredi peut-être, il ne pouvait pas la faire voter sans recevoir une volée de bois vert de la part de la communauté internationale. Donc il veut éviter cela. Son conseiller juridique du gouvernement lui a dit que ce serait une loi qui serait très difficilement défendable devant la Cour suprême. Donc on va essayer d'éviter. Les négociations vont porter donc sur une solution intermédiaire. Quelle pourrait être cette solution ? D'un côté, appliquer la proposition de Avichai Mandelblit, le conseiller juridique du gouvernement, de déplacer l'implantation actuelle sur des zones abandonnées, des terres abandonnées qui se trouvent
en partie dans la localité. Alors, cela va mettre un peu les habitants d'Amona à l'étroit parce que pour l'instant, il y a 40 caravanes sur un territoire de 36 dunams. C'est assez important. Et ils devraient, ces 40 caravanes, se déplacer dans un territoire qui est le tiers de cette surface. Donc, ils seront un peu plus à l'étroit. Mais c'est une solution provisoire de 8 mois qui pourrait permettre de trouver une autre solution. Et en attendant, eh bien, Naftali Bennett pourrait obtenir de Binyamin Netanyahou une sorte de régularisation de toutes les implantations illégales. C'est ce que souhaite Naftali Bennett. Il voudrait sortir et aller dire aux habitants d'Amona, nous allons vous déplacer, pas évacuer totalement l'implantation, nous allons seulement vous déplacer dans une zone proche, mais en échange, nous allons obtenir la légalisation de l'ensemble des implantations. C'est donc le cadeau que Binyamin Netanyahou pourrait offrir à Naftali Bennett pour éviter que Naftali Bennett ne s'énerve un peu trop ou pour qu'il évite de présenter, qu'il n'aille jusqu'au bout et présenter cette loi mercredi. Donc on s'achemine vers une sorte de compromis qui permettrait d'éviter l'évacuation d'un côté et de l'autre côté qui permettrait de ne pas avoir proposé à déposer cette loi mercredi devant la Knesset. Alors il y a un risque aussi, c'est de voir cette crise s'envenimer et peut-être aboutir à la chute du gouvernement. Alors effectivement, il y a ce risque parce que l'on sait que Naftali Bennett veut s'imposer comme le leader de la droite idéologique, de la droite nationaliste. Et Binyamin Netanyahou ne veut pas lui conférer ce titre. Alors est-ce que Naftali Bennett ira jusqu'au bout? Apparemment non. Il semble que l'ensemble des responsables de la coalition, des chefs de parti de la coalition, est convenu que ce ne serait pas un sujet qui risquerait de faire chuter le gouvernement. Et d'ailleurs, Binyamin Netanyahou, qui est intervenu par vidéo devant le forum Saban, dont on vient de parler, eh bien, a dit très clairement qu'il n'y aura pas d'élection dans les prochains mois. Il a regretté de décevoir certains des participants à ce forum, mais il n'y aura pas d'élection, a-t-il dit, dans les prochains mois. Merci beaucoup Daniel Haïk donc pour cette affaire d'Amona dont on n'a pas fini de reparler. Netanyahou qui est également dans la tourmente dans l'affaire des ventes de sous-marins achetés à l'Allemagne. De nouvelles révélations surprenantes ce week-end dans la presse israélienne. Certains contrats passés avec l'Allemagne par Israël profiteraient en réalité à des sociétés du Moyen-Orient et même à l'État iranien. David Klezewski. Nouvelle polémique après les révélations de la presse israélienne. Selon le Yedot Aharonot, quotidien hostile à Benjamin Netanyahou, l'entreprise allemande qui doit livrer la précieuse marchandise à la marine de l'État hébreu est en partie possédée par l'Iran. Le régime des Mollahs détient un peu plus de 4% du constructeur naval ThyssenKrupp. Une participation qui date de l'époque du Shah dans les années 70, au moment où l'Iran était un partenaire des Occidentaux, mais aussi d'Israël. Ironie du sort, ces sous-marins devraient aujourd'hui servir à des fins d'espionnage au large de la République islamique, qui a multiplié les menaces contre Israël. Les experts ajoutent que les appareils pourraient aussi être équipés de charges nucléaires et servir en cas de scénario catastrophe face à l'Iran. Mais l'un des employés interviewé sur la 10e chaîne de télévision affirme que les secrets de construction ne seront pas affectés par les parts iraniennes. Si une partie de l'opposition ne conteste pas le bien fondé de ces acquisitions très stratégiques, certains députés pointent du doigt la manière dont les achats ont été opérés. Possible négligence avec ces nouvelles révélations et possible conflit d'intérêts. Une enquête a été ouverte sur le rôle d'un proche de Benjamin Netanyahou dans le contrat. Le ministère de la Défense israélien avait-il connaissance de la participation iranienne à la compagnie allemande? Les responsables restent muets. Occupé peut-être à vérifier cette autre révélation concernant cette fois-ci des navires de guerre. Le Yedot Aharonot affirme que 6 frégates commandées par Israël à la même société allemande ThyssenKrupp sont construites aux Émirats arabes unis dans un chantier qui appartient à des investisseurs émiratis et libanais. Cette fois-ci, le ministère de la Défense s'est montré plus bavard et assure que seules leurs structures extérieures sont construites à Abu Dhabi, mais pas les équipements sensibles qui, eux, seront installés à l'abri des regards indiscrets en Israël. 10 jours après les incendies de forêt qui ont ravagé une partie d'Israël, où en est-on des enquêtes ouvertes notamment pour actes criminels terroristes? Eh bien pour l'instant, bien peu ont abouti et seules 2 inculpations auraient été prononcées, mais le terrorisme n'apparaît pas pour l'instant officiellement. Mathias Inbar. 10 sur 39. C'est le nombre de personnes suspectées d'avoir délibérément allumé des incendies la semaine dernière en Israël, toujours placées en détention. Et sur ces 10, seuls 3 ont été inculpés, dont un, résident de la ville arabe israélienne d'Oum el-Fachem, pour avoir brûlé des déchets non loin de son domicile. Face à ces données, la question se pose, fallait-il parler de vagues de terreur, d'intifada des feux? Pour les accusés, les services de sécurité israéliens se trompent de cible.
J'appelle une seconde fois le cher Khaled Ramdan, maire d'Oum el-Fahem, à trouver des solutions. Nous n'avons pas d'endroit où jeter les déchets, ce n'est pas de ma faute. Cette vidéo a aussi fait le tour des médias. Elle a été tournée par un hélicoptère de la police israélienne. On y voit un Palestinien en train d'allumer un feu. Sa famille rejette la thèse de l'incendie criminel. L'armée israélienne, visiblement, aussi. Il vient d'être relâché vendredi dernier. Pour les pompiers israéliens, il faut tout simplement attendre avant de tirer des conclusions hâtives. J'aurais vraiment aimé avoir un fil conducteur et des preuves. Mais le terrain est tellement difficile que mon jugement change en fonction des départs de feu. Quand je ne sais pas, je le dis. Et c'est déjà une réponse. Je n'ai pas honte de dire que je ne sais pas encore ce qui a déclenché ces feux. Tout le monde sait, sauf moi. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais seule la vérité du terrain compte, rien d'autre. Il va falloir encore quelques semaines de travail à cet officier des pompiers pour déterminer l'origine des grands incendies qui ont ravagé plusieurs milliers d'hectares en Israël. La semaine dernière, un étudiant américain d'origine somalienne commettait un attentat sur un campus de l'Ohio avec sa voiture et armé d'un couteau, blessant une dizaine de personnes avant d'être abattu très rapidement par un policier. C'est un attentat qui rappelle évidemment ceux commis en Israël par des Palestiniens. Et bien justement, la technique utilisée pour neutraliser le terroriste est celle utilisée en Israël. Reportage Mathias Inbar. Université de l'État de l'Ohio, le 28 novembre dernier. Un étudiant américain d'origine somalienne percute 2 passants avec sa voiture avant d'en poignarder 9 autres à la machette et au couteau. Il sera finalement abattu par un officier de la police américaine. Selon un expert antiterroriste, la technique de tir serait israélienne. Le principe, agir seul face au danger. Nous nous sommes rendus dans un stand de tir israélien qui forme des policiers et des agents de sécurité. Le responsable ne semble pas être surpris de voir que ce modèle israélien s'exporte dans le monde. Cela ne m'étonne pas parce que nous formons régulièrement des forces spéciales de par le monde. Notre système a prouvé son efficacité au quotidien. C'est une chose de s'entraîner avec de l'air conditionné. C'en est une autre lorsque l'environnement est totalement hostile. Les entraînements, les voici. Plusieurs heures de tir, dans toutes les positions. Être capable de réagir vite, avec précision, seul, face à une menace. C'est la manière dont nous formons nos agents et exactement ce que nous attendons d'eux. Nous ne dépendons de personne. Nous serons sans doute touchés, blessés, mais nous devons agir et clore l'incident. La preuve en images, en terrain hostile. Ces agents sont attaqués par des hommes équipés d'armes automatiques. L'un des agents affronte seul la menace jusqu'à sa neutralisation. Comme vous pouvez le voir, il agit seul. Personne ne lui a donné d'ordre. Il n'a attendu aucun backup. Il a vu la situation d'urgence, il a agi en conséquence. Il a éliminé la menace, neutralisé le terroriste. Sa mission était de protéger et d'extraire les civils de la ligne de tir. Vous devez agir aussi vite que possible. C'est votre métier. Selon ce dernier, des délégations de policiers venus du monde entier s'entraîneraient régulièrement en Israël. Un chiffre en hausse depuis l'augmentation des actes terroristes revendiqués par l'État islamique. 2 votes très attendus aujourd'hui en Europe, un référendum en Italie, on va y revenir dans un instant, et puis le second tour d'une élection présidentielle très disputée en Autriche, un candidat d'extrême droite opposé à un candidat écologiste. Le scrutin avait dû être annulé, on s'en souvient, il y a plusieurs mois, et bien ce soir, c'est bien l'écologiste qui est déclaré vainqueur. Julia Ganancien. Pour le FPO, c'est un échec. Le parti d'extrême droite autrichien n'aura pas réussi à confirmer la poussée populiste observée chez de nombreux voisins. Après 11 mois de campagne, une première élection annulée et une confrontation idéologique d'une rare intensité entre 2 candidats que tout oppose, les Autrichiens connaissent enfin le nom de leur nouveau président. Ce soir, l'écologiste Alexander Van der Bellen arrive en tête. Le parti d'extrême droite FPO reconnaît sa défaite et félicite le vainqueur. Plus tôt dans la journée, à la sortie des urnes, le candidat écolo continuait de marteler son principal argument de campagne. Pour lui, cette élection engageait l'avenir européen de l'Autriche. Je pense que l'enjeu de ce vote n'était pas de choisir entre 2 candidats, mais plutôt la direction que veut prendre l'Autriche. D'être un membre de l'Union européenne ou non, de garder à l'esprit nos devoirs, de serrer les rangs au sein de l'Europe. Je pense que cette question agite pas mal de capitales européennes.
Même si le rôle du chef de l'État autrichien est essentiellement protocolaire, Norbert Hofer et le FPO voulaient faire de ce scrutin un symbole et engranger une nouvelle victoire pour le camp populiste. Objectif, transformer ce scrutin en tremplin vers la chancellerie en vue des législatives prévues au plus tard en 2018. Peu importe le résultat final, l'Autriche et l'Europe auront un avenir positif. Les deux candidats, moi et Van der Bellen, sont des personnes raisonnables qui sont conscientes de la responsabilité d'être président. Au mois de mai, Alexander Van der Bellen avait remporté ce premier duel sur le fil avec un peu moins de 31 000 voix d'avance. À l'époque, personne ne croyait en ses chances à l'issue du premier tour. Un premier résultat qui fut toutefois annulé à cause d'irrégularités. Entre-temps, le Brexit et l'élection de Donald Trump ont donné une nouvelle impulsion aux tenants du repli nationaliste. Mais Alexander Van der Bellen semble avoir néanmoins été en mesure de rééditer son exploit. Alors, Christian Mallard, consultant diplomatique, bonsoir, en direct avec nous depuis Paris. Christian, c'est l'Europe qui respire ce soir de ne pas voir justement l'extrême droite accéder à la présidence en Autriche ? Oui, vous avez tout à fait raison, parce que c'est vrai qu'après les victoires populistes, nationalistes en Hongrie avec Viktor Orban, les nationalistes en Pologne et puis le Brexit, c'est vrai que les Européens étaient inquiets. Cela dit, maintenant, ce soir, l'Union européenne considère que la théorie des dominos, finalement, n'est pas inéluctable. Cela dit, elle veut dire que l'appartenance de l'Autriche, pour elle, maintenant, est indéniable. Il n'y a pas de remise en cause de l'appartenance de l'Autriche à l'Union européenne. Mais cela n'exclut pas qu'il peut toujours y avoir l'émergence de populistes à l'intérieur de l'Europe qui menacent sa fondation à cette Union européenne qui est quand même très fragile. J'ajouterai que l'Union européenne ne sait pas toujours apporter la réponse qu'il faut aux tentations isolationnistes qui la menacent. Ce qui veut dire en clair aussi que tous ces élites politiques des partis de l'establishment, en gros, doivent continuer à se faire du souci parce qu'il y a quand même toujours cette menace de ces extrémistes de droite qui existent à travers l'Europe. Et pour l'Autriche, alors Christian, on voit bien que le FPO vise maintenant les législatives. Il reste très implanté quand même dans ce pays malgré la défaite. Alors, malgré la défaite, c'est vrai qu'il y a cette grande implantation, puisqu'ils ont perdu qu'avec 47%, ces extrémistes de droite. Et puis, on le voit aussi, il y a toujours en France une menace populiste avec le Front National, l'AfD, l'autre Allemagne, en Allemagne. Et j'ajouterai que l'Union européenne veut éviter la renationalisation des politiques, c'est-à-dire le rétablissement des frontières, le repli sur soi, la réaffirmation de l'identité nationale qui sont une véritable menace. Mais en même temps, il faut que l'Union européenne prenne en compte le problème de l'immigration, parce qu'on le voit bien, la politique d'immigration, c'est ça qui est au fond un des grands problèmes. La politique d'immigration qui a été menée par Angela Merkel en Allemagne, par Matteo Renzi en Italie, par François Hollande en France, et je dirais même aussi par l'ancien Premier ministre britannique David Cameron, a conduit à la poussée en avant de ces mouvements nationalistes que sont le Front National en France, Pepe Grillo, le mouvement 5 étoiles en Italie, le UKIP en Angleterre, et puis l'AfD en Allemagne. Donc ce sont des partis qui restent en embuscade avant les prochaines élections qui auront lieu en particulier en France au mois de mai prochain et en septembre 2017 en Allemagne. Merci Christian Mallard en direct de Paris. En Italie, c'est une réforme constitutionnelle visant le Sénat qui se transforme ce soir en véritable test électoral pour l'actuel Premier ministre Matteo Renzi sur fond, là encore, de Brexit à l'italienne, car en cas d'échec, c'est tout le gouvernement qui pourrait tomber. Gabriel Nola. Si ou non, les Italiens se prononcent ce dimanche par référendum sur la réforme de la Constitution proposée par le président du Conseil. Je viens ici avec ma famille, convaincue de voter oui. Nous votons pour essayer de changer un pays qui depuis trop longtemps est à l'arrêt. Cette réforme pouvait-elle être mieux faite ? Je ne suis pas sûr car je ne suis pas un expert, mais d'après ce que j'ai pu lire et voir, elle va faire bouger l'Italie et nous espérons en mieux. J'espère que les Italiens vont voter en masse et qu'ils voteront massivement pour le non. Cette réforme est une insulte à l'intelligence des Italiens et c'est clair que son but est de concentrer le pouvoir entre les mains du président du Conseil, entre les mains d'un seul parti. Un vote pour moderniser la constitution italienne et accélérer le processus législatif. Une des promesses de Matteo Renzi à son arrivée au pouvoir.
La réforme prévoit de réduire les prérogatives des sénateurs qui jouissent actuellement des mêmes pouvoirs que les députés, une exception italienne dans l'Union européenne. Le but, renforcer l'exécutif et mettre un terme à l'instabilité politique. Le pays a connu 62 gouvernements depuis 1948. Une mesure qui divise et qui fait surtout aujourd'hui office de test pour Matteo Renzi qui a promis de démissionner en cas de victoire du non. Une issue plausible, un large panel de personnalités politiques allant de l'extrême droite à l'extrême gauche sont unis contre la réforme du président du Conseil. Et les derniers sondages donnent les opposants victorieux avec entre 5 et 8% d'avance. Les résultats ne devraient pas être connus avant tard dans la nuit. Voilà, pas d'indication pour l'instant pour ce référendum très important en Italie. On en parle avec vous, Freddy Ethan, vous êtes ambassadeur d'Israël, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'implications, à la fois avec ce vote en Italie, puis aussi ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'Autriche. Comment vous percevez ces mouvements populistes aujourd'hui qui menacent les régimes démocratiques, entre guillemets, européens ? Il y a un retour, si vous voulez, à un certain fascisme, il y a un retour à l'exophonie, il y a un retour à un certain racisme concernant par exemple la vague d'immigrants qui arrivent, qui débarquent depuis la Syrie et de l'Irak et aussi du Maghreb. Donc il y a une situation où les personnes, les populations à travers l'Europe se trouvent dans une question de savoir est-ce qu'ils peuvent survivre dans le cadre d'une économie, si vous voulez, avec un chômage. Par exemple, en Italie, il y a 13% de chômage, mais il y a aussi 30% dans les villes sud de l'Italie, c'est-à-dire pour les jeunes. Donc il y a un problème réel à résoudre, d'une part, mais aussi il y a une administration qui est parfois, des fois, anti-système, d'une part, par certains populistes. On l'a vu aussi en France, on le voit. On l'a vu avec Trump, par exemple, en Amérique. Donc, c'est un effet de domino, si vous voulez, dans ce sens-là, où il y a de jeunes loups de la politique qui arrivent et qui ont un message clair, un message très court. Et c'est quoi le fascisme, ou c'est quoi, enfin, si vous voulez, une certaine politique populiste? C'est répéter le même message contre le voisin ou contre quelqu'un qui nous gêne aujourd'hui et qui n'est pas européen ou qui n'est pas français ou qui n'est pas autrichien. Et on l'a vu tout à l'heure aussi avec les résultats, et fort heureusement, des résultats assez bons, je dirais, concernant les immigrants ou concernant même le sort de l'Europe vis-à-vis de l'Autriche. Et on espère aussi que cela ne va pas dégringoler, si vous voulez, dans le sens aussi en Italie. Alors il y a un rejet aujourd'hui des institutions européennes, hein, on l'a vu avec le Brexit évidemment. Là aussi en Italie, c'est peut-être la politique monétaire européenne que les Italiens pourraient rejeter ce soir à travers ce référendum qui ne porte pas là-dessus, mais qui est sous-jacent. Il y a deux choses. Il y a, si vous voulez, les fonctionnaires de Bruxelles et il y a les politiques. Pourquoi il y a eu un Brexit ? Parce que la majorité des Anglais ne voulaient pas que c'est à Bruxelles décider de leur sort, de leur destin. Donc ils sont restés à part, à l'écart. La même chose dans d'autres pays, comme en Italie. En Italie, il y a deux choses. Le référendum, c'est aussi changer complètement toute l'administration, qui est lourde. Sur le plan constitutionnel, il y a 945 députés et sénateurs. Vous imaginez, 945, avec des conseillers régionaux, avec des maires, une administration très lourde, qui est très difficile de gérer. Donc on veut alléger le fardeau, d'une part, sur le plan numérique, mais aussi sur le plan budgétaire. Donc on allège évidemment le nombre des députés. Et puis il faut réformer de telle sorte qu'en Europe, dans la zone euro par exemple, parce qu'on craint si demain, dans les heures qui viennent, on aura un non donc à Renzi, ça va faire boule de neige concernant les marchés financiers, concernant la zone euro. Il ne faut pas oublier que l'Italie était cofondateur de l'Europe. Ils étaient parmi les 6 qui ont fondé l'Europe avec la fameuse donc doctrine de Monnet et de Schuman. Donc il y a là une situation qui pourrait jouer un rôle grave, non seulement en Italie, parce qu'on demandera évidemment des élections anticipées, il y aura des législatives, et qui va gagner dans tout cela? C'est aussi les populistes. On revient, si vous voulez, au populisme, et comme un certain Griot qui est un humoriste, qui est un stand-upiste, comme on dit, et donc qu'il a trouvé ici une
niche, qu'il a trouvé quelque chose, une fenêtre à jouer. Et donc, dans ce sens-là, on craint évidemment l'effet boule de neige qui pourrait redevenir donc une situation ingouvernable. Parce que, on l'a dit, depuis 1945, il y a eu 62 gouvernements. Et Matteo Renzi est le 56e depuis 1945. C'est vrai que Mussolini a eu 22 ans de pouvoir, mais on sait comment il a terminé donc son pouvoir. Mais aussi avec Renzi, il y a d'une part, c'est ça qui est contradictoire, parce que d'une part, on pense qu'il va, si vous voulez, alléger et faire tout, mais d'un autre côté, il va prendre le pouvoir de la sorte qu'on a peur d'un certain fascisme, dans la peur que le pouvoir soit concentré seulement par ce qu'on appelle le président du Conseil en Italie. Voilà, on verra donc ce qu'il en est de ce référendum. Merci Freddy Ethan d'être venu dans ce studio. Référendum dont les premières tendances sont attendues donc dans la soirée en Italie. Dans un instant, on parlera des élections en France aussi, où il y a de l'incertitude maintenant à gauche, évidemment, avec l'annonce de François Hollande de jeudi dernier, et puis également de la polémique déclenchée par la ministre française Ségolène Royal à propos de Fidel Castro, qui a été inhumé aujourd'hui à Cuba. A tout de suite.